À cette époque-là, je jouais stopper, pas encore libéraux, stopper, donc je prenais l'avant-centre à deux. On menait 3-1 et à un certain moment, et je l'avais pas lâché parce que mon entraîneur, lui, on m'avait dit, s'il va au vestiaire, tu le suis, tu le lâches pas. Donc, je, je l'ai tenu comme il faut tout le long du match et à un certain moment, peut-être pour essayer de m'énerver, il me dit tu sais que t'es bronzé toi et je me suis mis à rigoler. Je lui ai dit exactement ce que me dit ma mère. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast des légendes. Aujourd'hui, nous recevons l'un de ces invités qui ont marqué non seulement les fans de football, mais aussi et surtout ses acteurs. Combien de défenseurs des Bleus ont cité notre invité comme étant leur idole absolue ? Combien d'attaquants l'ont cité comme leur opposant le plus coriace ? Quand l'histoire de l'équipe de France sera compilée et qu'il faudra faire la liste de ses joueurs les plus influents, ceux qui ont permis au tricolore de passer du statut amateur à celui de grande nation du football, alors notre légende y sera et tout en haut. Véritable trésor national, sa renommée a pourtant largement dépassé les frontières de l'Hexagone. Il fait partie des 100 meilleurs joueurs de l'histoire, les FIFA 100, sélectionnés par le roi Pelé en personne en 2004. Il a grandi sur la grande plage de Sainte-Anne en Guadeloupe, explosé sur l'île de Beauté, brillé au Maracana, marqué puis pleuré à Séville, gagné à Marseille puis à Bordeaux. Premier capitaine antillais de l'équipe de France, il symbolise toujours la classe, à l'image de ses chaussettes baissées sans protège-tibia, mais aussi la sincérité, celle d'un joueur qui n'a jamais triché ni oublié qui il était et d'où il venait. Notre invité aujourd'hui, qui n'a reçu que 2 cartons jaunes dans toute son illustre carrière, c'est Marius Trésor, évidemment. Marius, nous sommes ravis de t'accueillir dans le podcast des légendes, teinté d'un nombre incalculable de compliments venant de tous les invités qu'on a eus. Tu étais vraiment la référence de beaucoup d'entre eux. Et donc, on est ravis de t'accueillir. On est même ému, je dirais, en tout cas pour moi, de t'accueillir. Donc, écoute, mets-toi à l'aise. Ça va être un moment agréable entre nous et on va revenir sur toute ta carrière, toute cette épopée. J'espère que tu as une petite couverture à côté de toi, un petit chat que tu peux gratter à côté si besoin, mais on va essayer de passer un bon moment ensemble. Ok, merci. Bienvenue Marius. Alors, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts? Comment est née pour toi la passion du foot là-bas en Guadeloupe? Mais bon, comme on a dit au départ, j'étais très souvent sur la plage de Sainte-Anne et le terrain où jouait la Juventus de Sainte-Anne était situé à une cinquantaine de mètres de la maison de ma maman. Donc, j'étais très souvent sur le terrain et en plus, j'adorais le sport collectif parce qu'à un certain moment, j'aurais pu faire de l'athlétisme, mais courir tout seul, bon, un adversaire, mais être seul, ça m'a pas plu. Donc, je me suis tourné vers le football, entouré de mes amis, et c'est comme ça que l'aventure a débuté. Et raconte-nous un petit peu cette enfance qui a l'air idyllique, parce que tu es entre les cocotiers, sur la plage, vous créez vos propres ballons, si je comprends bien, ça a l'air incroyable. Oui, à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter un ballon, donc les premiers ballons que j'ai connus, c'était du papier qu'on mouillait. On mettait beaucoup de papier avec de la ficelle. On arrivait à faire un ballon. Et il faut dire aussi, la plupart du temps, on jouait parce qu'il n'y avait pas autant de voitures que maintenant. On jouait sur la rue et quand on voyait arriver une voiture, on s'arrêtait et dès qu'elle était passée, on recommençait. En plus, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir la plage de Sainte-Anne où j'ai vraiment pu physiquement me transformer un peu. Et comme je dis très souvent aux gens quand on parle de ma carrière, la chance que j'ai eue en arrivant en métropole, c'est d'atterrir dans une île qui est la Corse. Et les gens ne m'ont pas accueilli comme un étranger, ils m'ont accueilli comme un Ilien. Donc, comme eux, et ça m'a beaucoup facilité la tâche. Et c'est vrai que
Moi, je pensais pas devenir footballeur professionnel. Comme je l'ai dit assez souvent, au départ, je venais de quitter l'école en classe de seconde. J'avais le diplôme BEPC qui permettait de suivre un stage pour être moniteur d'éducation physique. Et je me dirigeais vers ça parce que j'ai quitté la Guadeloupe le 16 septembre 1969 et je devais commencer début décembre. Mais comme mes parents n'étaient pas riches, donc il me fallait un pactage avec beaucoup de choses. Donc j'ai demandé à mon club de me trouver un petit travail pour que je puisse aider ma mère. Et ils n'ont jamais fait le pas. Donc je leur ai montré la lettre d'Ajaccio. Je leur ai dit, si vous ne faites rien, je pars en Corse. Et à cette époque-là, j'avais un ami qui avait un transport en commun et pour empêcher la resquille, il me prenait à Sainte-Anne pour aller sur Pointe-à-Pitre. Moi, je me mettais derrière pour obliger les gens à passer vers lui pour payer. C'était déjà stopper. Oui, je suis dans le bus. Il m'a pris, il partait de Saint-François, il me prenait à Sainte-Anne et on se dirigeait vers Pointe-à-Pitre. Et là, il était 7 heures du matin en Guadeloupe, donc midi en France. J'entends le jeune Guadeloupéen Marius Trésor est arrivé aujourd'hui en Corse. Donc tous les gens qui étaient dans le bus se sont retournés. Ils se sont dit, il doit avoir un sosie ou il doit pas. Et finalement, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un dirigeant qui travaillait à la poste et Ajaccio m'avait envoyé un billet simple, pas avec accusé de réception. Et une semaine après, j'ai la personne qui m'avait mis en contact avec Ajaccio qui m'a appelé pour m'assassiner en me disant, tu avais dit oui. Je lui ai dit, désolé, mais j'ai jamais reçu de billets d'Ajaccio. Donc, il a appelé Ajaccio, parce qu'il avait plus de chance que moi. Il a appelé Ajaccio et ils m'ont envoyé un billet avec accusé de réception. Et au lieu de partir le 15 août 1969, je suis parti un mois après, le 16 septembre 1969. Mais alors, juste pour revenir sur ce que tu nous dis, en gros, tu es parti à Ajaccio parce que les dirigeants de la Juventus n'avaient rien fait pour toi, en fait. C'était plus par revanche que par véritable plan élaboré de manière assez précise, en fait. Non, mais bon, c'est vrai, j'avais jamais vraiment voyagé, à part aller à Marie-Galante ou dans les îles anglaises, jouer avec la sélection de la Guadeloupe. Sinon, j'avais jamais quitté le pays. Donc, ils se sont dit, il partira pas. Et quand j'ai discuté avec ma maman et mon grand frère, ils m'ont dit, mais c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Et en plus, il faut dire aussi, il y a quelque chose qui m'a poussé à partir. Je me suis dit, même si ça marche pas sur le football, je devais faire mon service militaire. Donc, je me suis dit, en faisant mon service militaire, si ça marche pas avec le football, j'arriverai à apprendre un métier et à me débrouiller. Et c'est pour ça que je suis parti en Corse. C'était quel type de contrat qui t'avait proposé Ajaccio à ce moment-là? Oh là là, je rigole, mais c'est pas rigolo. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrive en Corse et la personne qui m'avait mis en contact avec Ajaccio m'avait dit, si ça marche, je viendrai pour te soutenir, pour voir au niveau du contrat ce qu'on peut faire. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance parce que ça a été très vite. Je suis arrivé le 16 septembre et le 1er novembre, ouais, je crois le 1er novembre, je faisais mon premier match comme titulaire, mais pas comme attaquant parce que j'étais venu pour jouer attaquant. Et un jour, nous sommes à rassembler les jeunes. Nous sommes les jeunes et l'équipe première avait joué à Reims et ils étaient revenus avec l'axe central blessé. Et l'entraîneur qui était un ancien joueur de Sochaux, mais argentin, Alberto Muro, nous réunit les jeunes et il nous dit, bon, est-ce qu'il y en a un qui veut jouer défenseur? Dès qu'il a dit ça, j'ai levé le doigt. Et à la fin de l'entraînement, il m'a dit, à partir de maintenant, tu vas t'entraîner à ce poste-là. Et un mois après, il me lançait comme titulaire. Ça se joue sur pas grand-chose, hein, Marius. Hein. Ah oui. Pour moi, c'est, comme je dis très souvent, c'est un rêve qui s'est passé avec mon arrivée à Ajaccio, parce que je suis sûr, j'aurais été dans un autre club sur le continent, automatiquement, ça se serait pas passé comme ça, pour la simple et unique raison
c'est que Ajaccio n'avait pas beaucoup de moyens. Et dès qu'il y avait un jeune, je me rappelle quand je suis arrivé, le gardien de but, c'était Dominique Baratelli, avec qui j'ai joué après en équipe de France. En plus, la Corse, c'est tellement belle. Ça me rappelait comment dirais-je encore, mon île, la Guadeloupe. La plupart du temps, nous étions dans l'eau à nager, à faire les fous, nous, les jeunes. Et c'était vraiment idyllique. Et tu penses que tu aurais eu la même carrière si tu étais resté attaquant? Puisque juste pour rappeler à nos auditeurs, quand tu joues à la Juventus en Guadeloupe, tu passes 7 ans comme attaquant, tu es recruté comme attaquant par Ajaccio. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même carrière si tu étais resté en pointe? Je ne sais pas. Mais il faut dire, non. Moi, je vais vous dire l'ordre chronologique des choses. Moi, en étant jeune, je jouais pratiquement à tous les postes sur un terrain. J'ai même été avec mon école gardien de hand. D'accord. Ah oui. Donc, je goûtais un peu à tout. Et quand j'ai débuté à la Juventus de Sainte-Anne, j'ai débuté comme défenseur central. Pour la simple et unique raison, on avait des attaquants qui sont partis travailler en Martinique et l'entraîneur m'a dit, des défenseurs, on en a, je vais te faire passer devant. Et c'est comme ça, au bout la moitié de la saison, comme ils sont partis en Martinique, il m'a mis au poste d'attaquant et ça a été une chance pour moi parce que le premier match, c'était Juventus. Ça se passait aux Abîmes. On gagne 3-0, je marque les 3 buts. Et en jouant simplement une moitié de saison comme attaquant, je termine deuxième meilleur buteur. Et la saison suivante, je continue au poste d'attaquant et nous sommes champions de la Guadeloupe. Et alors, il y a ce match un peu mythique que tu joues contre Gérard Janvion. Je crois que c'est fin des années 70. Je crois 67, 68, c'est ça? Non, c'était avant, c'était 68, 69. D'accord. Et quand tu joues contre lui, est-ce que lui et toi, vous êtes tous les deux attaquants ou est-ce qu'il y en a un qui est attaquant, un qui est défenseur? Comment ça se passe? Lui, il est défenseur et je crois que moi, je suis attaquant parce que contre la Guyane, c'était Guyane, Guadeloupe, Martinique. Contre la Guyane, on fait 3-3. Je marque le premier but sur coup franc. Et le deuxième match contre la Martinique, qui avait battu la Guyane, donc il fallait qu'on gagne à tout prix. On est mené 1-0 par la Martinique, j'égalise 1-1 et on marque un deuxième but. Eux, ils marquent un 2-2 et je marque à la fin et on gagne le match 3-2. Et si on t'avait dit à ce moment-là, dans 15 ans, vous allez tous les deux être les piliers de l'équipe de France et vous allez jouer une demi-finale de Coupe du Monde, est-ce que tu y aurais cru? Oh non. Mais c'est pour ça, bon, j'ai écrit avec un ami un livre et le titre du livre, c'est Au-delà de mes rêves. Donc, c'est vrai, jamais j'aurais pensé côtoyer tous les grands champions avec qui j'ai pu croiser la route. Moi, je me rappelle d'une équipe de Reims qui était venue jouer en Guadeloupe contre la sélection de la Guadeloupe. Je crois que c'était en 68 ou 67. Jamais j'aurais pensé, quelque temps après, jouer contre Raymond Kopa avec Ajaccio. J'aurais jamais pensé ça. C'est pour ça, je pense que mon ami qui a fait le bouquin, il a trouvé le titre qu'il fallait. Quant à cette proposition d'Ajaccio, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui te suivaient en métropole? Non. Vous savez, la personne qui m'a mis en relation avec Ajaccio, c'était un Guadeloupéen qui travaillait à la Ligue nationale de football à Paris. Et il recevait le journal local. Il était abonné au journal local qui s'appelle toujours France Antilles. Et il faisait des photocopies. Et quand il y avait un nom qui revenait assez souvent, il faisait des photocopies qu'il envoyait au club de foot métropole. C'était du data crunching un peu à l'époque, de la data analyse, mais basée sur France Antilles. C'est artisanal. Voilà, c'est France Antilles et c'était super. Et il y a pas mal de joueurs qui sont partis des Antilles en métropole par cette filière-là. Mais alors, les dirigeants d'Ajaccio, t'avais jamais vu jouer en fait? Et ils m'ont jamais vu jouer. Ils m'ont découvert quand je suis arrivé à Ajaccio. Ah waouh. Donc en fait, ok. les seules sources,
C'était des photocopies faites de France Antilles qui étaient Ouais. envoyées à Ajaccio et c'est comme ça qu'ils t'ont connu et qu'ils t'ont recruté. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait venir. En plus, ils m'avaient fait venir pour jouer attaquant. Et toi-même, tu viens à Ajaccio parce que t'es pas content contre ton club de la Juventus de Sainte-Anne. Oui, mais bon, c'était surtout au départ, je me suis dit, c'était pour aider mes parents parce que je me voyais pas quitter la Guadeloupe, hein, je me voyais pas partir. Et là aussi, on peut dire que si ma mère m'avait dit non ou mon grand frère m'avait dit non, tu restes là, tu dois faire ton stage et tout, on va s'arranger pour que tu aies tout ce qu'on te demande. Mais ils m'ont dit non, non, c'est ta vie, on peut pas En plus, j'étais obligé d'avoir l'approbation de ma maman parce qu'à cette époque-là, on était majeur à 21 ans. C'était pas comme maintenant. Ouais, ça n'a pas été un problème pour Gérard Janvion, hein, qui nous a raconté qu'il avait signé lui-même l'accord en faisant la fausse signature de ses Ah, parents quand Pierre Garonner est venu le chercher. Ouais. Est-ce que tu étais le meilleur joueur de foot dans ta famille? mais j'ai été le seul à jouer au foot. D'accord. Ah, d'accord. Oui. Dans, La réponse Donc, de facto, oui. dans ma famille, mes oncles, mon grand frère, eux, ils ont fait du vélo. Et j'ai été le seul à me lancer dans le foot. Et ton stage, c'était un stage en quoi, pardon, Marius, le stage que tu devais faire initialement? Mais 2 ans pour décrocher le diplôme de moniteur d'éducation physique. Ah oui, d'accord. Donc si j'ai besoin d'un coach sportif, je peux demander à Parce que Marius Trésor. ce fut un temps. Ouais. Mais surtout, c'est un vrai challenge, hein, Guillaume. C'est un gros challenge, Marius. Beaucoup s'y sont cassés les dents, hein. Donc, je te déconseille de d'accepter ce job. Ouais, Et donc, Marius, c'est un homme de challenge. C'est un homme de challenge. quand tu es repositionné par Alberto Muro, qu'est-ce qui te donne comme conseil pour t'aider comme défenseur? Vous savez, bon, comme j'avais fait un peu d'athlétisme, j'allais assez vite, mais quelque chose qu'il m'a dit, et c'est resté là, même quand je l'ai employé après avec les jeunes des Girondins de Bordeaux, il m'a dit, en tant que défenseur, on doit se positionner d'abord par rapport au ballon, à son gardien de but et aussi à l'adversaire. Il m'a dit, quand tu as ces 3 personnes dans ton champ de vision, après, c'est tes qualités qui vont te permettre de t'en sortir. Et ça, je l'ai toujours retenu tout au long de ma carrière, et c'est d'avoir le ballon, l'adversaire, et me situer par rapport à mon gardien de but sur les coups francs. Après, le reste, j'étais libre. Et donc, tu as 19 ans, ça fait à peu près 2 mois que tu es en Corse, tu n'as pas joué un match, tu es normalement attaquant, et tu lèves la main quand on dit on a besoin d'un défenseur. Honnêtement, c'est presque une question de cours de récré. Hein. Bon, on a besoin d'un gars. Et donc, tu lèves la main et tu vas jouer donc contre Valenciennes, ton premier match en Ligue 1 à 19 ans. Non, à Valenciennes, j'étais remplaçant et il m'avait fait rentrer comme ailier gauche. D'accord, donc tu as quand même démarré en tant qu'attaquant. En tant qu'attaquant, mais ça faisait 1 mois que je m'entraînais la plupart du temps comme un défenseur. Je suis arrivé le 16, comme défenseur. Je suis arrivé le 16 septembre. J'ai fait un match avec l'équipe réserve comme attaquant. Le match après, on allait à Valenciennes. Il m'avait pris dans le groupe et on avait perdu 2-1, je crois. Et j'étais rentré environ un quart d'heure ou 20 minutes avant la fin du match. Et le match après, l'équipe avait joué à l'extérieur et je crois que l'axe central était revenu un peu blessé. Et c'est là que l'entraîneur Alberto Muro, au cours d'un entraînement, parce qu'à cette époque-là, tous les jeudis ou mercredis, il y avait un match entre les possibles et les probables. Donc, et c'est là qu'il est venu demander un défenseur. Est-ce qu'il y a un défenseur? Et c'est là que j'ai levé la main. Dominique Baratelli, qu'on a eu la chance d'avoir sur le programme, nous racontait un petit peu combien la vie à Ajaccio était extraordinaire, que c'était vraiment une vie sensationnelle, que vous aviez vraiment une bonne bande de jeunes, vous avez beaucoup de jeunes joueurs qui débutaient. Toi, c'est la première fois que tu habites seul, j'imagine, quand tu quittes Lille. Est-ce que tu as un petit moment où tu pètes un peu les plombs, où tu te relâches un petit peu, ou tu es toujours focus et sérieux? Ouais, est-ce que tu es un peu foufou à ce moment-là? Ah non, 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 non. Moi, je crois que j'ai eu la chance de rencontrer
des joueurs beaucoup plus âgés que moi et qui m'ont mis un peu, comme on dit, mettre sous l'aile et tout, qui m'ont aidé à avancer. Il y a eu Étienne Sansonetti qui était un grand attaquant. Il y avait André Tasson qui était un défenseur qui jouait arrière droit. Il y avait aussi Max Richard, c'est un grand qui avait joué au Red Star et qui était venu à Ajaccio. Donc j'ai essayé et c'est ce qui m'a permis de réussir, c'est d'écouter les conseils des anciens qui avaient déjà quelques années de professionnalisme derrière eux. Et je pense que j'ai eu raison de les écouter parce que j'ai pu arriver où je suis arrivé. Michel évoquait cette culture un peu de la vie très agréable en Corse. Mais la Corse, à ce moment-là, notamment pour les clubs de foot, c'est connu aussi pour des clubs très durs, avec des supporters un peu durs, avec une ambiance un peu chaude. Est-ce que à l'époque, Ajaccio, c'était aussi un club viril où on accueillait les clubs adverses avec intérêt, on va dire? Non, mais je dirais que quelque chose qui a aidé à Ajaccio, c'est que les équipes qui venaient, au départ, ils avaient peur, justement à cause de ce que vous venez de dire là. Et c'est les joueurs qui avaient peur. Mais je vois pas pourquoi on ferait peur aux joueurs. C'est vrai, c'est la réputation des deux équipes, que ce soit Bastia ou Ajaccio, qui était un peu surfaite. Parce que moi, je vois l'année où on a fait une saison extraordinaire avec Ajaccio, où on a failli, c'était 71-72, et on avait comme entraîneur, malheureusement, qui nous a quittés depuis quelque temps, c'est un ancien joueur de Lyon. On a failli se qualifier pour une Coupe d'Europe avec Ajaccio, alors que je dis pas de bêtises, je crois que 10 jours avant le début du championnat, saison 71-72, avant le début du championnat, nous étions même pas une équipe à l'entraînement. Ils ont attendu que les équipes aient fait leur recrutement et parmi ceux qui restaient sur le carreau, il y en a quelques-uns qui sont venus à Ajaccio et à l'arrivée, on termine le championnat à la 6e place. Et on ne fait pas la Coupe d'Europe parce qu'il fallait qu'on batte Nîmes lors du dernier match et malheureusement, on fait match nul. Donc toi, tu penses que la réputation des clubs corses était un petit peu exagérée parce qu'on a eu quelques histoires assez folles sur le programme. Pour moi, personnellement, les 3 ans que je suis resté en Corse, j'ai pas vu Ajaccio. Bon, je parle d'Ajaccio parce que je voyais pas les matchs de Bastia, sauf quand on jouait contre Bastia. Mais j'ai pas vu d'attentat ou quoi que ce soit et que l'arbitre ne sort pas le carton. S'il y avait une grosse faute, automatiquement, l'arbitre, en plus, il y avait quand même le service d'ordre et qui faisait leur boulot comme il fallait. Donc tu dis cette très belle saison. Je crois que c'est aussi dans cette saison que tu es confronté, et tu le dis pour la seule fois de ta carrière, au racisme dans le championnat de France. C'est ton match contre Angoulême. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu as géré? Parce que je trouve que tu l'as géré de façon fantastique. Non, à cette époque-là, je jouais stopper. Pas encore libéraux, stopper. Donc, je prenais l'avant-centre adverse. On menait 3-1 et je ne l'avais pas lâché parce que mon entraîneur, lui, on m'avait dit, s'il va au vestiaire, tu le suis, tu le lâches pas. Donc, je l'ai tenu comme il faut tout le long du match. Et à un certain moment, peut-être pour essayer de m'énerver, il me dit, tu sais que t'es bronzé, toi. Et je me suis mis à rigoler. Je lui ai dit exactement ce que me dit ma mère. Et ça s'est arrêté comme ça. Et ce garçon, c'est la seule fois où je me suis battu sur un terrain. On parle des cartons. Je me rappellerai toujours. En 76, on joue la finale de la Coupe de France contre Lyon. On bat Lyon. Et le dernier match qu'on a de championnat, c'est à Avignon. L'équipe avignonnaise est dernière. Si ça dépendait que de nous, on n'aurait même pas été à Avignon parce que c'était le dernier match et eux, ils descendaient déjà. Et quand on est arrivé, ils se sont mis je sais pas pourquoi,
parce que tout le monde n'est pas très intelligent. Ils se sont mis à nous chambrer sur le terrain. Et à un certain moment, il y a un ballon en profondeur. J'ai Victor Zouinka qui jouait dans l'axe avec moi, qui arrive le premier sur le ballon. Il le met en corner et l'attaquant le coupe en deux alors que le ballon est parti déjà. Et il y a Gérard Mijon, le gardien, notre gardien, qui sort de ses buts. Il va le voir, il lui dit, mais ce que tu fais n'a aucun sens. Tu peux lui péter la jambe alors que c'est le dernier match et que vous êtes déjà condamné et tout. Il se retourne vers lui, il lui dit, quoi, tu veux ta part toi aussi? Et sur le coup, j'arrive, je le repousse et je regarde Gérard. Je dis à Gérard, t'en fais pas, celui-là, c'est un CON, il comprendra jamais rien. Et je regarde Mijon, je le regarde pas derrière moi, et je ne sais pas pourquoi, j'aurais penché la tête sur ma droite, il me mettait KO, j'ai pensé la tête sur la gauche, et j'ai vu arriver sa tronche, et main gauche, je lui en ai mis une, et de suite après, je partais vers les vestiaires parce que je savais que l'arbitre allait nous exclure tous les deux parce qu'il avait vu ce qu'il avait fait. Et il sort le carton rouge. Heureusement pour moi, cet arbitre que j'ai jamais revu en première division, il sort le carton rouge et il y avait juste derrière lui deux de mes coéquipiers qui lui piquent le ballon et moi, je partais déjà, il me dit, bouge pas, il n'a plus rien. Et l'arbitre, tout tremblant et tout, il remet la main dans la poche, là, plus qu'un carton jaune. Donc, il me donne un carton jaune et je peux terminer le match et c'est la seule fois où j'ai failli me faire expulser d'un terrain. Attends, donc les cartons rouges avaient disparu de sa poche, disparu Oui, entre guillemets. il était dans le short d'un de mes joueurs parce que il y a celui qui était juste derrière lui qui a piqué le carton qu'il a donné à un autre et quand l'arbitre s'est retourné et lui il était comme ça, il lui a dit c'est pas moi. D'accord. C'est une histoire assez, c'est proche d'une cour de récré. Ouais, c'est le prof qui veut donner une punition, mais il trouve plus son carnet. C'est un peu ça. Malheureusement pour lui, comme je dis, je l'ai plus revu sur un match de première division. Parce qu'il était, en plus, il était noté dans les tribunes par un autre arbitre. Donc, lui, comme c'était son premier match de division 1, il aurait simplement dû tenir sa décision, me faire quitter le terrain quand même s'il n'avait pas le carton. Et lui, tout tremblant, il a remis la main dans la poche et m'a sorti un carton jaune. D'accord. Bon, ce qui revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport aux arbitres et les clubs corses, mais Mais là, j'étais à Marseille, c'était plus la Corse. Ah, t'étais à Marseille. Ok. Bon, alors je retire ce que j'ai dit. Je suis resté à Ajaccio de 69 à 72. Après, je suis resté 8 ans à Marseille, 72-80, Bordeaux 80, jusqu'à maintenant. Mais je joue plus. Tu fais 3 super saisons à Ajaccio avec effectivement cette 6e place quand même pour un club corse avec une demi-équipe au début de la saison. Et à la fin de la saison, t'es courtisé par énormément de clubs et tu décides de partir. Ce qui a poussé en 72, c'est qu'avec l'équipe de France, nous sommes partis au Brésil pour une compétition qui s'appelait la mini Coupe du Monde. Nous étions dans un groupe avec l'Argentine. Il y avait une sélection africaine avec la majorité des joueurs qui jouaient en France et je crois que c'était soit Venezuela ou Colombie, je ne me rappelle pas, et la France. Et nous, après, on jouait et l'équipe qui terminait première partait sur Rio pour faire la phase finale. Et nous, on a été éliminés par cette équipe d'Argentine au goal average. On avait fait 0-0 contre eux, mais eux, contre le Venezuela, ils avaient gagné un score très, très large, beaucoup plus large que nous. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait la phase finale. Est-ce qu'on peut revenir sur ta première sélection? Puisque ta première sélection arrive finalement assez vite, en tout cas plus vite que ce à quoi tu t'y attendais. J'ai fait en 71, j'ai eu le temps de faire 3 matchs avec l'équipe Espoir. Le premier, on avait fait 4-4 contre la Norvège, oui. Et après, on va jouer en Bulgarie. On avait joué à Stara Zagora. C'était le 3e match. En sortant du stade, bien qu'on avait perdu 1-0 en quittant le terrain, et quand on rentrait
pour aller au vestiaire, il y a des supporters, je sais pas pourquoi, qui m'ont envoyé des fleurs. Des Donc, fleurs. c'est vrai que les journalistes avaient, non, mais les journalistes avaient dans leurs commentaires, avaient dit que j'avais été l'homme du match. On revient en France et le sélectionneur Georges Boulogne demande au sélectionneur de l'équipe Espoir, qu'est-ce qu'il y a, un ou deux joueurs susceptibles de venir renforcer l'équipe première. Et Monsieur Guérin, malheureusement, qui est décédé, Henri Guérin, il dit, j'en vois un, c'est Marius Trésor. Et à cette époque-là, je venais juste de débuter comme libéraux. On est à pas Font-Romeu, c'était à Saint-Malo. On était à Saint-Malo pour la préparation. Et je ne sais pas, il me fait toujours jouer arrière gauche. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais joué arrière gauche. En plus, mon pied gauche me servait à débrayer et tout. J'ai dit, on va voir ce que ça va donner. Et quand il donne la composition de l'équipe, Georges Carnus dans les buts, arrière droit, c'était notre capitaine Djokaev. L'axe central, c'était Bernard Bosquier et Jacques Novi. Et il dit, arrière gauche, Marius Trésor. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai dit, on va voir. Et je vois Djokaev, qui était notre capitaine. Quand j'ai su que j'allais être titulaire, je vais le voir et je lui dis comment se placer parce que jusqu'à présent, j'ai jamais joué arrière gauche. Et là, le sélectionneur, Georges Boulogne, me met arrière gauche. Il m'a dit, ce que tu dois faire, c'est observer tes coéquipiers de la défense. C'est-à-dire ne pas te retrouver derrière le libéro qui était Bernard Bosquier, et être aligné sur Novi, sur moi et moi. Donc, qu'on tienne une ligne, qu'on soit toujours bien comme il faut, et avec Bernard Bosquier décalé. Et finalement, les critiques ont trouvé que malgré la défaite, parce qu'on avait perdu 2-1, ont trouvé que j'avais fait un bon match. Et c'était c'était le 4 décembre 71. Tu as une mémoire des dates qui est incroyable. Une mémoire des dates et des chiffres, c'est stupéfiant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'essaie de garder ça, quoi. Ça confirme un peu le côté amateur de l'équipe de France, non, Marius? Le fait que tu montes en équipe de France basé sur 3 commentaires élogieux en espoir et que tu débutes en arrière-gauche alors que c'est pas du tout ton poste. C'est quand même un peu folklorique, hein? Mais j'ai été le premier surpris. Je me suis dit, non, mais je me suis dit, si tu passes à travers, je crois qu'on te reverra plus en équipe de France, bien que par la suite, les journalistes ont poussé un peu Bernard Bosquier à quitter l'équipe de France par leurs commentaires. Parce qu'en équipe de France, la première sélection, je joue arrière gauche. La deuxième sélection, Georges Boulogne me fait jouer à la place de celui qui m'avait beaucoup aidé lors de ma première sélection, c'est-à-dire Djokaev, qui était le capitaine. Il m'avait fait jouer le deuxième match. C'était en Roumanie. Il me fait jouer arrière droit. Donc, et troisième match, il te met gardien de but. Le troisième match, libéraux. Parce que c'est quand nous sommes partis au Brésil, que j'ai joué pour la première fois en tant que libéraux en équipe de France. Georges Boulogne, avant le premier match de ta sélection, il t'avait déjà vu jouer ou pas? Je ne sais pas. Il avait lu des photocopies d'articles de France Football. Non, de la Gazette de la Corse. De la Gazette de la Corse. Ouais, c'est ça. Non, mais même à cette époque-là, le sélectionneur envoyait des entraîneurs qu'il connaissait sur les matchs de première division pour justement faire sa sélection. Et alors toi qui viens des îles, comment tu l'as vu cette première sélection? Tu as plein de souvenirs qui te reviennent, tu dois avoir un sentiment de fierté parce qu'il n'y a pas beaucoup, là on a l'impression maintenant, mais à l'époque il n'y a pas beaucoup de joueurs antillais qui sont en équipe de France. Non, il y a eu au départ moi. Après, il y a eu l'arrivée de Gérard Janvion. Après, il y a eu Alain Courriol. Il y a eu, mais pas Guadeloupe, de l'autre côté Pacifique, Jacques Zimaco, qui a joué. Donc, et Jean-Pierre Adams, qui était parti, mais lui, c'est... Lui était de Dakar, non? Afrique, et ouais. Qui était... On s'est connus vraiment lors de la tournée avec l'équipe de France
au Brésil en 72. J'avais commencé tout à l'heure sur ta question. C'est vrai que ça s'était très, très bien passé pour moi lors de cette tournée, que quand je suis revenu à Ajaccio, j'ai voulu discuter avec les dirigeants parce que je venais de me marier. Ma femme avait accouché, que je dis pas de bêtises, le 6 décembre 72. Quand je suis revenu de cette tournée, je voulais pas quitter la Corse, j'ai simplement Non, mais demandé, tu voulais gagner un peu plus d'argent, peut-être. non, mais j'ai simplement demandé aux dirigeants une augmentation parce Oui, que bien sûr. j'avais entendu les anciens pros qui faisaient partie de cette équipe de France sur ce qu'ils gagnaient. Et en plus, il y a des dirigeants, je crois qu'il y a Monsieur Fontenot de Nantes qui est décédé aussi. Il y avait le président de Nice qui me voulait aussi. Et quand je suis revenu, j'ai simplement discuté avec les dirigeants en leur demandant, ils m'avaient fait signer un contrat. Moi, parce que la personne qui m'avait fait venir et qui aurait dû venir m'assister, je l'ai plus revu. Je l'ai plus revu. Alors qu'il demandait de l'argent assez souvent à Ajaccio quand il a vu que je commençais à me faire une fois. Il a fallu que le trésorier de la Juventus de Sainte-Anne vienne en Corse et qu'on apprenne que c'est lui qui avait pris l'argent qui revenait à la Juventus de Oh Sainte-Anne. là là. Alors, donc, c'était l'agent véreux qui avait un peu détourné les frais de transfert qui auraient dû être payés à ton club formateur. Et moi, je me suis retrouvé avec un contrat de 8 ans parce que j'avais fait une saison comme stagiaire et normalement, la durée du contrat, c'était 4 ans de stagiaire. Et après, ils m'ont fait signer un contrat de 5 ans. Donc, ça faisait les 3 ans qui me restaient comme stagiaire plus les 8 ans. Donc, ça m'a fait un contrat de 8 ans comme professionnel et quand j'ai côtoyé l'équipe de France à entendre les mecs parler comme ils parlaient, je suis rentré en disant à Ajaccio qu'il fallait faire un effort. Ils m'ont dit, on va se réunir et on te donnera la réponse. Et moi, en revenant d'une tournée, je partais à Marseille chez mes beaux-parents en vacances. Et un jour, ça faisait 4 jours que j'étais en Corse, je vois arriver un monsieur qui se présente en me disant, je suis le trésorier de PFC, Paris Football Club. On te veut à tout prix chez nous. Et le président va te faire un bon contrat en te donnant ça, ça, ça et ça. Et là, je me voyais en équipe de France. Je me voyais en équipe de France. Non, mais avec tout ce que j'avais entendu lors de la tournée et ce qu'il me proposait, je dis, là, je me vois défenseur à Paris sans problème. Et se passe la chose suivante. Il me dit, le mieux, tu montes avec nous à Paris, comme j'étais tout seul, un peu naïf aussi, tu montes avec nous à Paris et quand Ajaccio verra que t'es pas à la reprise de l'entraînement, là, ils vont vouloir te transférer. Ça va les faire craquer. Ouais. C'était mal connaître. Ouais, et c'était un peu un plan foireux, on est d'accord, Marius? Je ne sais pas. Mais on me cherchait partout. Il y a des gens qui m'ont vu malheureusement, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui me voyaient chez Charlie Loubet à Cannes. Il y en a qui on me voyait partout, alors que j'étais simplement en région parisienne, tranquille. Et le championnat a repris, pas de trésor. Monsieur Frédérici, qui était le directeur sportif d'Ajaccio, avec Georges Boulogne, le sélectionneur, avec les 2 présidents de la Ligue, Jean Sadoul et Fernand Sastre, plus Michel Hidalgo, qui était... c'est vraiment la bande organisée, là. Le brain trust. Ouais. Il était l'adjoint de Boulogne à cette époque-là. J'étais accompagné de Maître Bertrand, parce que c'était l'avocat de Paris. Avocat de l'UNFP, l'Union des footballeurs professionnels, qui était là, qui m'a bien défendu. Donc, on a trouvé, avant, pour vous dire, c'est que
Federici restait campé sur ses positions et je voyais que ça tournait en rond. À un certain moment, j'ai levé la main, j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, je pense que je vais retourner en Guadeloupe et continuer à m'amuser au football parce que je vois que là, nous sommes dans une impasse. Donc tu menaces de quitter, d'arrêter ta carrière. De partir, d'arrêter, d'aller jouer en amateur en Guadeloupe. Ouais, tu Et n'aurais là, gagné pas beaucoup moins d'argent de toute façon. Donc, oui. Et là, Federici, je pense qu'il a dû se dire, pour qu'il vienne chez nous, on a payé un billet d'avion. Un billet d'avion, aller-retour, j'ai même pas utilisé le retour, étant donné que je suis resté en Corse. Et là, on parlait de sommes, 1 million de francs anciens. Je dis 1 million comment on disait à cette Ouais, époque-là. en franc lourd, c'est ça? Oui, voilà. Et Donc ça il s'est fait dit, du 15 000 euros, même pas. on Ouais. va pas passer à côté de 100 millions simplement parce qu'on veut pas qu'il aille. Il a dit, bon, je suis d'accord, mais la seule chose, pas de Paris. ah bon, c'était juste, mais pourquoi on ne sait rien, mais c'était pas pareil. Pas Paris, pas Paris. Et à cette époque-là, il y avait deux équipes encore sur le coup. Non, il y avait deux équipes. Oui, il y avait Nantes et Nice. Donc moi, je me voyais à... Tu avais Nantes, Nice, Paris qui étaient sur toi. Oui, et Marseille n'y était pas. Et Marseille n'y était pas. Et là, c'était au mois de septembre, Marseille joue contre la Juventus en Ligue des Champions. Alors laquelle? La vraie ou la Juventus de Turin? Non, la vraie, pas celle pas de Sainte-Anne. Hein. Marseille joue contre la Juventus de Turin à Lyon parce que le stade Vélodrome était suspendu. Il gagne 1-0. Le match retour 15 jours après, malheureusement, ils perdent 3-0 à Turin. Donc, les journalistes marseillais qui, à cette époque-là, étaient très costauds dans leurs analyses et tout, ils ont commencé à dire que l'équipe était trop vieille et qu'il y avait des jeunes qui voulaient, parce qu'il y avait Salif Keita qui ne voulait plus jouer à Saint-Étienne, qui était sur le marché, et Marius Raison. Donc, Marseille a payé 100 millions anciens, voilà, 100 millions anciens, plus le prêt de 6 joueurs à Ajaccio pour l'échange. Waouh! Tu as été échangé contre 6 joueurs plus 150 000 euros. Comment tu te sens? Parce que là, comme le dit Guillaume, grosse somme d'argent quand même, en tout cas pour l'époque. 6 joueurs, tu as toutes les sommités du foot français qui viennent avec toi pour une réunion au sommet, tu as les dirigeants du foot, tu as l'entraîneur adjoint pour résoudre le cas, entre guillemets, Marius Trésor. Tu dois être quand même, tu dois quand même prendre conscience de l'importance que tu as pour le foot français à ce moment-là, alors que tu es encore tout jeune. Comment tu gères tout ça? Oh, moi bien, sans problème. Sans problème parce que il aurait dit non, de toute façon, pas question. Moi, je repartais en Guadeloupe. Si Federici n'avait pas cédé, moi, je repartais en Guadeloupe. Et donc, tu penses qui c'est que ça fait le plus flipper cette stratégie, qui est d'ailleurs même pas un bluff, hein, mais cette stratégie de la chaise vide, ça fait plus flipper Ajaccio ou ça fait plus flipper les dirigeants du foot français qui se disent ah, il va falloir qu'on retourne avec Bernard Bosquier si Marius Trésor repart en Guadeloupe? Non, je pense que c'est surtout Ajaccio. Je pense pas que c'est pas au bout de 3, 4 matchs en équipe de France qu'on est irremplaçable. Moi, l'équipe de France aurait trouvé un remplaçant sans problème. Enfin, ils ont du mal à le faire pendant 63 matchs après, Marius. Hein. Pendant Ouais, 63 exact. matchs après, tu étais quand même tout le temps toi qui était Ouais, titulaire, donc ça premièrement, devait pas être si facile. Avec Christian Lopez qui jouait libéraux aussi à Saint-Étienne, on a fait beaucoup de matchs dans l'axe central de l'équipe de France. non, mais ce que je veux dire, c'est que tu es quand même suffisamment important pour que tu aies Hidalgo, Sastre et Sadoul qui essayent de résoudre le problème. Oui, parce que bon, c'est vrai que comme la tournée c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, super bien passée pour moi. Bon, je pense que Georges Boulogne a sûrement discuté avant qu'on soit réunis à cette réunion à la Fédération française, a sûrement dû en parler au président de la Fédé et au président de la Ligue professionnelle de footballeurs. Et donc finalement, le transfert se fait, tu pars à Marseille. Mais tu pars à Marseille en plus, pas du tout au début de la saison. Alors, il a dû se passer au moins 3 ou 4 mois avant que tu arrives à Marseille, non?
Non, je pars à Ajaccio au mois de septembre. On joue contre Bordeaux où on fait 1-1 et je suis transféré juste après. Après le match contre Bordeaux, je suis transféré à Marseille au mois de septembre. Et le premier match que je joue avec Marseille, c'est à Ajaccio. Et on perd 1-0. Bah après, ils avaient récupéré 6 autres joueurs contre toi, Marius. Ça faisait partie du deal. Ça faisait partie du deal. Alors 6 joueurs, 1 million, et chaque fois que Marius joue contre Ajaccio, Marseille était obligé de perdre. Ça faisait partie du deal. Non, j'y étais pour rien sur le but qu'on a pris. Et comment t'es accueilli par les fans d'Ajaccio quand tu reviens, parce que ça doit être encore assez frais, toute cette histoire? Oh, mais ça s'était super bien passé. J'ai pas été, bon, moi je m'attendais à être sifflé comme c'est pas possible, mais tu me diras, c'est pas la même ambiance que maintenant. Hein. C'était beaucoup plus cool et finalement, non, le match s'est passé, ils ont fait un bon match. Après le match, j'ai été dîner avec mes anciens coéquipiers et ça s'était super bien passé. Et pourquoi tu as choisi Marseille et pas Nantes c'est pas moi. C'est pas toi? Ça, c'est pas moi. Je voulais justement, je me voyais aller à Nice parce que j'allais retrouver Jean-Pierre Adams qui quittait Nîmes pour aller à Nice. Donc, je me voyais le retrouver en équipe de club. Et finalement, ça s'est pas fait parce que Nice n'avait pas un effectif très riche et Marseille, ce qu'il voulait, en plus de l'argent, c'est avoir des joueurs pour renforcer l'équipe. Et Nice ne pouvait pas donner de joueurs. Donc, c'est pour ça que Nice a quitté et je me suis retrouvé à Marseille. Parce qu'à cette époque-là, Marcel Leclerc, à qui appartenait le journal But, avait fait signer pas mal de jeunes joueurs un contrat professionnel. Et en plus, comme le journal But lui appartenait, c'est lui qui cotait les joueurs. Donc, ces jeunes joueurs qui venaient de signer étaient cotés très haut. Et après, il faisait partie. Et on va apprendre que France Antilles lui appartenait aussi. Et la Gazette de la Corse. Ah ouais, bah ça fait beaucoup. C'est la fin de ce premier épisode consacré à Marius Trésor. On se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième volet exceptionnel. On va parler de Marseille, bien entendu, mais aussi de l'équipe de France et notamment de la première Coupe du Monde disputée par Marius Trésor en Argentine. C'était évidemment en 1978. Je vous rappelle que vous pouvez prolonger l'expérience Podcast des légendes en allant sur notre site www.lepodcastdeslégendes.com où vous trouverez des articles, des vidéos, des clips et encore des retranscriptions complètes de certains de nos épisodes. Vous pouvez aussi, bien entendu, rejoindre nos communautés sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou encore Twitter, sur le podcast des légendes. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.